Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation des 4V. On va aborder beaucoup de dossiers avec vous. D'abord, forcément, cette affaire Notre-Dame de Bétharram qui a pris tout de même une nouvelle dimension avec le témoignage d'une des filles de François Bayrou dans un livre qui paraît aujourd'hui, Hélène Perlan. Elle a révélé en fait avoir été victime de violences physiques extrêmement brutales alors qu'elle était adolescente. Est-ce que vous avez été surpris par ce témoignage, un de plus, peut-on dire? Vous savez, aujourd'hui, les violences faites aux enfants, qu'elles soient sexuelles, de maltraitance, elles sont partout, dans toutes les classes sociales, dans tous les territoires. Et le temps est venu de briser le silence. Et on voit à quel point c'est dur. Moi, je pense d'abord aux victimes, en premier, à leur famille, puisque prendre le courage de parler, c'est pas un exercice si simple. Donc, moi, ma mission, c'est de faire que ce silence se brise dans le temps, mais surtout qu'on ne laisse pas s'installer ces violences de manière plus institutionnelle, dans certains territoires, dans certaines organisations, et donc qu'on puisse parler, croire, accompagner les enfants. Vous êtes également vice-présidente du MoDem, très proche de François Bayrou. On se demande comment il n'a pas pu être au courant de ces faits, en fait, y compris quand sa propre fille fait partie des victimes. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Vous savez, vous pouvez en parler avec l'ensemble des parents de victimes, les fratries. Il faut faire attention à ces mots, puisqu'on porte d'une certaine manière la culpabilité sur l'autre. Parler aujourd'hui, ce n'est pas si simple. 30 ans de silence, 40 ans de silence, de violence, de maltraitance et finalement de témoins. Et aujourd'hui, le Premier ministre, eh bien, il est du côté des parents de victimes. Je crois que, comme l'ensemble des victimes et de leurs familles, l'essentiel, c'est de briser ces tabous et dire à quel point, quand on est victime, on n'est pas responsable ni de ces violences, ni du silence qu'on a porté. Mais au contraire, si on veut une société plus bienveillante, alors il ne faut pas hésiter à appeler, à parler. Et si on est témoin, d'alerter. Et là, le 119. J'en profite parce que le moment est important. C'est toujours ce numéro. Le numéro 24 heures sur 24. Accessible aux enfants, accessible aux témoins, aux voisins, aux enseignants. Mais alerter. C'est la seule manière d'arrêter. Il y a plusieurs commissions d'enquête parlementaires indépendantes qui sont en cours, qui auditionneront notamment le Premier ministre le mois prochain. Dans le cadre également du plan lancé par le gouvernement dans cette affaire Bétharram, 3 questionnaires différents vont être expérimentés dans plusieurs établissements scolaires. Alors, ils sont destinés d'abord aux élèves internes ou ayant participé à des voyages scolaires afin de faire remonter d'éventuels faits de violence. Il y a plusieurs associations, dont La Voix de l'Enfant, qui dit les questions elles sont trop fermées pour l'instant. En fait, ça ne permet pas forcément de libérer la parole. Il faut les revoir, peut-être, ces questionnaires. Moi, j'ai entendu, bien sûr, ces associations. Je travaille avec elles au quotidien. Je les ai reçues. Je travaille également avec la ministre de l'Éducation nationale. Moi, ce que je vois, c'est une expérimentation qui a vocation, évidemment, à être évaluée, à être améliorée. Mais qu'est-ce qui est important dans le message? C'est de dire aux enfants, parlez-nous, vous avez le droit de parler. Et à l'ensemble, finalement, des témoins, c'est-à-dire les camarades, les parents, des autres enfants, d'être des acteurs. Et comment on sollicite? On sollicite, certes, avec cette expérimentation qui sera évaluée, le fait, encore une fois, d'alerter et de saisir le plus vite possible, et surtout de pouvoir mettre un cadre bienveillant sur cette parole et dire aux enfants qu'on les croit. Vous savez, la place de la parole des enfants, elle a changé dans le temps. Il y a 30 ans, on ne croyait pas les enfants de la même manière. Leur place n'était pas la même. Et les adultes, finalement, eh bien, soit prenaient tout l'espace, soit doutaient de cette parole. Aujourd'hui, on a des professionnels, je pense aux UAPED en particulier qu'on développe, c'est les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger, qui ont vocation à accompagner aussi plus profondément les enfants. Et les associations aimeraient que cette mission interministérielle soit pilotée par le Haut-Commissariat à l'enfance que vous présidez depuis quelques mois. C'est un poste qui n'existait pas auparavant. Pourquoi on avait besoin d'un haut-commissaire à l'enfance? On ne pouvait pas faire un ministère de l'enfance? Quelle est la différence? La différence, c'est le temps. C'est la force du temps. Le haut-commissaire à l'enfance, sa mission, c'est de finalement préserver la promesse de vie de chaque enfant, de faire que l'ensemble des personnes qui travaillent autour des enfants se réunissent et qu'on coordonne l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets d'éducation nationale, il y a des sujets de santé, il y a des sujets d'accompagnement à la parentalité, il y a des sujets qui sont des sujets de protection de l'enfance, de lutte contre les violences. Il y a aussi des nouveaux défis, les écrans, la question de la santé mentale des enfants qui se dégradent profondément. Et comment tu fais pour être finalement le garant de cette coordination? Parce que les enfants, vous savez, ils ne se retrouvent pas autour des tables de réunion. Et donc moi, ma mission, c'est aussi que leur parole soit pleinement là, pleinement préservée, et que finalement la lumière soit faite sur la responsabilité que nous avons de les accompagner au quotidien. D'avoir du temps, ça veut dire aussi de ne pas être soumis forcément à des motions de censure qui sont la crainte, la possibilité pour tout gouvernement en ce moment, voire l'instabilité au Parlement. Vous avez besoin de temps? L'instabilité, pour le coup, elle existe aujourd'hui dans notre pays, nous l'avons vécu.
les enfants ont besoin de sérénité. Et cette sérénité, elle passe par la stabilité, le temps, et donc d'être préservé de cette instabilité. Parlons de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE qui est gérée par les départements, qui a pour mission de prévenir et réparer des situations de danger pour les enfants, parfois en les plaçant dans des familles, dans des pouponnières. Un rapport de la commission d'enquête parlementaire conclut que ce secteur traverse, je cite, une crise profonde et que les premières victimes sont les enfants placés. C'est votre constat également ? Vous savez, il y a eu un rapport de la commission parlementaire. Hier, j'ai reçu un livre blanc des enfants, des anciens enfants placés. Oui, il y a une crise qui est historique. Historique parce qu'on supporte de moins en moins la violence, et c'est très bien, on signale plus. Mais il y a des milliers de mesures non exécutées. Et donc, moi, ma mission, avec la ministre Catherine Vautrin, c'est de finalement trouver des solutions avec les départements qui portent cette compétence au quotidien, pour accompagner. Et accompagner cette crise, c'est quoi ? C'est changer de paradigme. C'est permettre aux enfants d'être au plus proche de leur famille. Les lois existent. La loi Taquet existe. La loi Limon existe. Pour aller chercher d'abord cette sécurité familiale autour, et ensuite, et évidemment, accompagner les institutions, les foyers. Les pouponnières sont débordées. Mais ça veut dire qu'il faut quoi ? Que maintenir le lien familial le plus longtemps possible, ou au contraire, couper parfois ce lien familial qui est néfaste dans de nombreux cas pour les enfants ? Une seule obsession, l'intérêt de l'enfant. Tous les cas ne sont pas identiques. Et donc, il n'y a pas de règle stricte à poser. Par contre, moi, j'ai une certitude. La place d'un enfant, elle est dans une famille. Que ce soit la sienne, si elle est accompagnée et qu'il est en sécurité, soit c'est sa famille plus élargie, un grand-père, un oncle, une tante, quelqu'un qui peut être en capacité de garder cette sécurité affective. Et qui ne soit pas mis dans des foyers ou dans des orphelinats, comme on disait auparavant. Il faut que ce soit l'ultime recours. Moi, je crois que pour avoir la capacité de grandir sereinement, accompagner les assistants familiaux, en recruter plus. Accompagner également, d'une certaine manière, vous savez, l'accueil durable bénévole. La loi nous le permet. D'ailleurs, c'est la volonté de la loi. Mais est-ce que c'est la réalité aujourd'hui ? Eh bien, pas du tout. 70% des décisions de placement, elles sont en institution. Alors que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être d'abord dans l'entourage, d'abord dans des familles et des assistants familiaux, et ensuite dans des structures. Les pouponnières, il faut arrêter. Justement, Sarah Lahiri, de nombreux enfants passent leur vie de foyer en foyer, éventuellement de famille d'accueil en centre spécialisé, car en fait, ils ne sont jamais aux yeux de la loi des enfants adoptables. Est-ce qu'il faut réformer l'adoption en France et permettre que ces enfants soient adoptables plus facilement ? C'est une de mes missions, pour plusieurs raisons, mais encore une fois, uniquement si c'est l'intérêt de l'enfant. Aujourd'hui, on sait que pour les parents adoptants, c'est un parcours du combattant. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans de délai pour espérer accueillir un enfant alors qu'on a fait tous les contrôles. De l'autre côté, des enfants pour qui la décision, finalement, leur permettant d'avoir une famille est trop longue. Et donc, on se retrouve avec des enfants plus grands, plus âgés, alors que c'est encore des tout petits enfants. Qui sont déjà détruits 7 ans, par... 8 ans, 9 ans, exactement, avec des placements. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire comment on construit un parcours plus doux, avec une sécurité affective plus forte. Et donc, que ces enfants qui parfois sont placés dès la maternité, je ne sais pas si vous réalisez, c'est encore des bébés de quelques jours, au lieu qu'ils puissent aller dans des pouponnières et rester parfois des mois, voire des années, eh bien qu'ils soient accompagnés dans des familles et accompagner ces familles sur l'adoption. Vous pensez qu'une telle réforme politique compliquée, qui est transpartisane, pourrait voir le jour quand on voit la situation au Parlement aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, il n'y a pas besoin d'évolution législative. Aujourd'hui, la loi nous permet d'accompagner l'adoption simple, d'accompagner le statut du tiers digne de confiance, peut-être de réfléchir à l'élargissement de l'agrément de la famille adoptante vers une sorte de double agrément pour être famille d'accueil, donc famille d'assistance familiale. Et les pratiques. Et pour le coup, on va y arriver parce que, vous savez, il y a de plus en plus d'enfants qui sont déclarés pupilles. Mais on voit aussi, d'une certaine manière, le changement dans le regard, je crois, de notre société. Un enfant, sa place est dans une famille aimante, sécurisante, et qui, dans le temps, le protège. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'avoir une famille de cœur. Et parfois, oui, c'est une famille adoptante. Bon courage pour cette mission, Sarah Lahiri, haut commissaire à l'enfance. Merci d'avoir été l'invité des 4V.